accueillant le tombeau de Saint-Pierre, est depuis le début de la chrétienté le siège du pouvoir pontifical, où affluent aujourd'hui encore des millions de fidèles. Au XIVe siècle, la ville sainte a été abandonnée pendant près de 100 ans par les papes. Les pontifes avaient préféré quitter une Italie déchirée par les rivalités pour se réfugier à Avignon, à côté du comtat venessin qui leur appartenait. Avignon, remarquablement située au croisement de grandes voies de communication, est dans une région alors en paix. Lorsque Clément V fait son entrée dans la ville en 1309, son séjour est jugé par tous comme temporaire. Mais en 1335, la construction par Benoît XII d'un nouvel édifice plus vaste et fortifié confirme l'établissement d'une nouvelle capitale. Construction faite à même la roche, elle utilise le relief pour donner à l'architecture toute la protection nécessaire à l'époque et toute la hauteur permettant au palais de resplendir sur la ville. L'impressionnante épaisseur et la vertigineuse hauteur des murailles du palais, la masse puissante de ses énormes tours, l'immense surface qu'il couvre, ses proportions colossales, son air menaçant, son architecture hétéroclite, tout cela m'emplit d'étonnement et de crainte. Charles Dickens. L'architecte Pierre Poisson répond à la demande de son souverain, ancien moine cistercien, en établissant une puissante forteresse autour du cloître. Entouré de galeries à 2 étages, il offre un aspect des plus imposants. Je compris que le pouvoir spirituel a la possibilité de se protéger militairement, sans quitter son rang, et qu'il existe un militarisme céleste qui n'a rien de commun avec le militarisme terrestre, pas même la nature de l'armement. Des papes érigèrent ces forteresses. Ce sont les forteresses de la foi. Joseph Roth. Une fois terminé, le palais de Benoît XII peut alors dominer la ville du haut de ses 56 mètres. En 1342, le pape Clément VI, d'origine aristocratique, aimant le confort, voire le luxe, trouve le palais trop petit et trop modeste dans son décor. Il demande à l'architecte Jean de Louvre de compléter l'édifice par une construction plus fastueuse et au goût du temps. Les meilleurs artistes de l'époque, peintres et sculpteurs, viennent travailler à l'embellissement du lieu. Les autres papes d'Avignon, Innocent VI et Urbain V surtout, complètent les travaux de leurs prédécesseurs. Pendant toute cette période, vivant les grandes heures de l'Église, la ville occupe une place privilégiée. Avignon devient ainsi l'autre Rome. Le palais des papes rayonne désormais sur le monde de la chrétienté. La vie s'organise au sein de cette architecture créée pour incarner somptueusement la puissance de l'Église. La Grande Chapelle est le lieu des cérémonies pontificales où le pape officie lui-même pour toutes les fêtes importantes. Cet édifice religieux, aux dimensions imposantes de 52 mètres de long sur 15 mètres de large, accueille aussi le couronnement de chaque souverain.
Ces murs sont recouverts lors des cérémonies de grandes tentures décorées de roses rouges sur fond vert. Si la foi chrétienne a besoin d'éclat, elle demande aussi un grand recueillement. Dans la chapelle Saint-Michel, le pape s'isole alors avec quelques chapelains pour y célébrer des messes. Jour et nuit, les religieux s'y succèdent pour entretenir la prière. Nox precessit dies autem approbine quavi, amiciamus ergo opera tenebra. Proche de la chapelle Saint-Michel, dans un décor où l'abstraction et la figuration se mêlent, se trouve la chambre du pape. Le souverain s'y repose entouré de certains de ses cubiculaires. C'est dans cette pièce que chaque année, il remet une rose d'or au chevalier ayant le mieux servi l'Église. Juste à côté se trouve son cabinet d'études. On l'appelle la chambre du cerf en raison des peintures au sujet profane couvrant les murs. Œuvre picturale remarquable par ses sujets et par la recherche d'effets plastiques. C'est la vie de plein air, la chasse à courre, la pêche, le gibier, les faucons et les chiens et les femmes, et les poissons étincelants. Ample vie catholique, avec des bleus intenses et des verts lumineux. La vie de péché et de grâce et de repentir. La vie des jaunes éclatants et des bruns dorés, des robes maculées de vin et des ruisseaux couleur de saumon. Henri Miller. Au rez-de-chaussée de la tour de la garde-robe, à l'abri des regards, les étuves ou salles de bain du souverain pontife. À l'arrière du palais s'étendent les jardins. Dominant ces lieux, la chapelle Saint-Martial est ornée de peintures représentant la vie du saint dont elle porte le nom. Les fresques sont l'œuvre du grand peintre Matteo Giovannetti. Lors du conclave se tenant après le décès de chaque pape, ici, dans l'intimité, les cardinaux se réunissent pour désigner leur nouveau souverain. À côté se trouve le grand Tinel, autrefois dominé par un plafond bleu aux 1000 étoiles. Dans une abondance pantagruélique, le pape y donne des festins pour plusieurs centaines de convives, parmi lesquels aucune femme n'est acceptée. Dans la grande cuisine s'agitent plusieurs dizaines de cuisiniers préparant les meilleurs mets. Ils les disposent sur de la vaisselle d'or et d'argent. 1700 chapeaux, 3043 fours, 7420 poulets, 1195 oies, 50 000 tartes, 6 quintaux d'amandes, 2 quintaux de sucre, 30 980,
95 000 pains de 9 onces. La vie pontificale n'est pas seulement faite de faste, de prières ou de réceptions. Le pape se doit de régler les problèmes administratifs de ses États. C'est dans la grande audience que sont rendus et appliqués les textes de loi. Son architecture rappelle les salles basses des châteaux et les salles capitulaires des couvents. Des fresques de grand caractère, attribuées à l'œuvre de Matteo Giovannetti, subsistent encore. Elles représentent prophètes et personnages de l'Ancien Testament. La cour des vice-légats se replie dans une partie du palais. En 1790, la noblesse et le clergé d'Avignon connaissent des heures douloureuses. L'arrivée de Jourdan, surnommé Coupe-tête, symbolise le début de la Révolution. Plusieurs massacres ont lieu, dont celui de la Glacière, à l'intérieur même du palais. Plus de 60 personnes périssent dans des conditions affreuses. Les couloirs du palais ont désormais oublié l'écho des chants religieux pour se tourner vers une nouvelle histoire. Presque quotidiennement, pendant 17 jours, j'ai vu l'immense palais des papes, cette forteresse hermétiquement close, où la papauté, sentant la pourriture la gagner, essaya de se conserver, en macérant dans une dernière passion vraie. Aussi souvent que l'on revoit cette demeure désespérée, elle reste debout, sur un rocher d'invraisemblance. Et l'on n'y trouve accès qu'en sautant par-dessus tout l'acquis et le croyable. Rainer Maria Rilke. Après la Révolution, le palais est transformé d'une part en prison et d'autre part en caserne. Il subit alors d'innombrables modifications. Beaucoup d'éléments composant la richesse artistique du lieu sont pillés ou détruits. L'armée laissera ainsi sa trace dans l'histoire et les murs du monument. Le génie militaire avait bien travaillé. Sa caserne ressemblait à toutes les casernes. André Alès. Cédé à la ville en 1810 et ouvert au public à partir de 1907, le Palais des Papes est désormais un haut lieu d'histoire et de culture. Il accueille chaque année dans sa cour d'honneur le plus grand festival international de théâtre. Artistes et danseurs de renom s'y succèdent. Qu'ils avaient aiguisé leurs épées. C'est moi qu'ils ont tué. Le prince de Hambourg est là. Est-ce possible? Lui-même. Il est pourtant aux arrêts. Aujourd'hui comme hier, connu de par le monde, le Palais des Papes a retrouvé le foisonnement d'activités multiples. Il reçoit chaque année la visite de plus de 4000 personnes par jour. Rassuré de son éclat, il resplendit à nouveau sur la terre de Provence. Couleur fondamentale, passion fondamentale, les fresques disent l'histoire. Comment ils vivaient chaque jour. Et de l'aube à la nuit, un jour en dit plus long que les livres. Ce que les papes marmonnaient dans leur barbe est une chose,
Ce qu'il faisait peindre sur les murs en est une autre. Les morts sont morts. Henri Miller.